Je ne suis pas ici par hasard. Aujourd'hui, c'est un peu différent de ce que je fais normalement. Normalement, je donne une conférence sur le côté scientifique de la question. Et cette fois-ci, on va parler sur un sujet un peu dépressif. Je suis désolé. Ma femme a corrigé mes diapos. Elle a dit « C'est pas drôle de corriger ces diapos-là. » Effectivement, ça va du sérieux. L'effet que l'évolution, la théorie d'évolution en termes de justification pour beaucoup de maux de notre société va être révélée cet après-midi. J'oublierai jamais, il y a bien longtemps, à l'Université Laval, après avoir donné une conférence sur l'évolution de l'homme, un professeur est venu me voir tout proche en disant « Tu es un homme dangereux ». Et là, je disais « Comment ça, dangereux ?» Et je me suis rappelé de ça en préparant cette conférence. Parce qu'en réalité, ce n'est pas les créationnistes qui sont dangereux ou dangereuses. C'est vraiment la théorie évolutionniste comporte en elle un vrai danger pour notre société. Alors, la partie 1, c'est survol de la situation présente. On va se poser quelques questions sur notre société. L'arbre de la connaissance, partie 2, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On va regarder ce qu'on appelle une vision du monde. Très important, la théorie de l'évolution et de la Genèse, c'est deux façons de voir le monde qui nous entoure. Et ça affecte comment on comprend tout ce qui est autour de nous. Tout ce qu'on voit est filtré à travers notre vision du monde, notre façon de voir notre univers. On est comme préprogrammé pour comprendre notre univers d'une certaine manière. Et ça, c'est des visions du monde. Partie 3, c'est les branches et les fruits de l'arbre de l'évolution, si vous voulez. Le racisme, la misogynie, l'avortement, l'euthanasie, le nazisme, le communisme, le droit des animaux, l'humanisme et le nouvel âge. Et on va faire tout ça en dedans de 1 heure et 5 minutes à peu près. Je ne vais pas nécessairement parler plus vite. Je vais probablement vous laisser sur votre faim sur certains sujets parce que, comme vous voyez, on pourra probablement faire une conférence sur chacun de ces sujets qui durerait facilement 1 heure. Mais je veux vous donner un survol. Et naturellement, partie 4, la solution, l'arbre de vie. Donc, une question d'arbre tout à travers. L'arbre de connaissance bien et du mal, on finit avec l'arbre de la vie. Juste faire une petite parenthèse avant que je rentre là-dedans. Je ne suis pas en train de dire que tous les évolutionnistes sont racistes ou misogynes, etc. Sois très, très clair là-dessus. Il y en a qui le sont. Ce que je suis en train de dire, c'est que la théorie de l'évolution peut être utilisée comme justification pour des personnes qui ont ces tendances-là. Et a été utilisée, et il l'est encore aujourd'hui. Et c'est peut-être logique de l'être aussi. Partie 1, survol de la situation présente. Bon, regardons les génocides. Les gens, ils vont souvent dire « Ah, mais l'Église, il a fait des croisades, il a tué beaucoup de gens, pense à l'Inquisition. » Sachez qu'il y a moins que 3000 personnes qui ont été tuées à l'Inquisition. Terrible comme c'est. Il n'y a pas plus que 3000 personnes qui ont été tuées, peut-être même moins. Mais regardons les génocides athées et anti-religieux. C'est des génocides causés par des régimes qui étaient supposément sans Dieu, sans croyance, et ils sont vraiment anti-religion. Mao Zedong, 26,3 millions de Chinois tués entre 1949 et 1956. En dedans de 7 ans. Depuis 1949, il y a 60 millions de Chinois de plus qui ont été tués par Mao. C'est des chiffres énormes. Pensez-y, la population du Canada, c'est 35 millions. Lénine, Staline et Khrouchtchev, 66 millions. Autre génocide qui se justifie avec la théorie de l'évolution, Hitler, naturellement, 6 millions de Juifs, mais la Deuxième Guerre mondiale, au total, il y a eu 60 millions de personnes qui sont mortes. Donc, il y a des effets, et toutes ces personnes-là vont se justifier sur la théorie de l'évolution. Il faut se poser des questions comme pourquoi les aboriginaux australiens étaient traités comme des bêtes, chassés et tués dans les années 1800. C'est des personnes. Je ne sais pas si vous avez vu le film, il y en a un en anglais qui s'appelle Quigley Down Under. C'est une histoire d'un chasseur, un tireur d'élite qui a été amené en Australie dans les années 1800, mais lui, il ne savait pas, il était amené en Australie pour tuer les aboriginaux, comme des animaux. On ne les croyait pas humains. Pourquoi Kip Keindle,
Kinko, excusez-moi, a-t-il tué ses parents et des étudiants à son école? Kip il a dit ceci, « S'il y avait un Dieu, il ne me laisserait pas sentir comme je me sens. Il n'y a pas de Dieu, il y a seulement de la haine. » Le 21 mai 1998, Kip Kingo, qui avait 15 ans, a fait éruption à son école avec un fusil semi-automatique. Il a tué 2 étudiants et blessé 26 autres. On a découvert par la suite qu'il avait tué ses parents auparavant et il a tenté de tuer le détective de l'enquête. Robert Stenhauser, ex-étudiant d'une école, a attaqué les élèves de son ancienne école à Erfurt en Allemagne en 2002. Vous vous demandez pourquoi? Nous lisons dans l'Executive Intelligence Review ceci en 2002. Le massacre scolaire à Erfurt le 26 avril suscita un réveil brutal au peuple allemand concernant la crise de l'éducation et la perte de la valeur humaine dans la société libérée aujourd'hui. Je trouve cette citation très révélateur. Une perte de valeur humaine, on a une relation avec une tuerie. 17 élèves tués, 7 élèves blessés. Pourquoi Eric Harris et Dylan Klebold ont-ils attaqué les professeurs et les étudiants de leur école en Columbine, Colorado? Les 2 jeunes hommes s'affichaient évolutionnistes et nazis. Ils ont tué Isaiah Schwell parce qu'il était noir. On va parler un peu plus du côté nazi. Là. Les Noirs étaient des personnes qui étaient à éliminer. On pouvait lire sur le T-shirt d'Eric « Sélection naturelle » et sur celui de Dylan « Colère ». 15 personnes tuées, 24 personnes blessées. Le mot qui était sur son chandail, on peut en parler d'autres, naturellement, on a le Polytechnique ici, on a d'autres choses, mais ici, c'était très spécifique parce que ces personnes-là se ralliaient au côté de survie du plus fort, la sélection naturelle, un concept qui sort de cette idée de Darwin. Mais regarde ce qui est écrit dans le livre de biologie, Holt. Est-ce que la sélection naturelle a affecté votre vie? Oui, car votre corps est façonné par la sélection naturelle. Par exemple, l'habilité de vos yeux à trouver leur focus, la façon que vos mains soient capables d'agripper les objets, votre posture droite, la taille de votre cerveau, la couleur de votre peau et beaucoup d'autres caractéristiques sont le résultat de l'évolution par la sélection naturelle. Cette phrase qui est dans un manuel d'école, en fait, Holt, c'est un manuel universitaire de biologie, est très intéressante. Regardez des mots, taille de votre cerveau. Quelle importance la taille de votre cerveau? Elle a une importance si vous êtes évolutionniste. Est-ce que la taille a du rapport avec l'intelligence? On a même une expression qu'on dit une cervelle d'oiseau. C'est un concept évolutionniste. Les oiseaux sont très, très, très intelligents. D'ailleurs, je suis convaincu que vous ne pouvez pas faire des migrations comme eux. Convaincu. Ils ont un cerveau pour exactement qu'est-ce qu'ils font. Moi, je regardais à Victo en venant, où il y avait le lac Bulstrode, où est-ce qu'on a plein de migrateurs. Le lac est plein d'oies blancs et d'autres sortes d'oies. Plein. On regarde ça, c'est blanc. Et pourtant, il y en a qui atterrissent. Mais je ne voudrais pas atterrir dans un aéroport où il n'y a aucune piste de libre. Et pourtant, on ne voit pas les canards en train de se frapper en vol ou en train de vous comprenez? Ils ont une cervelle d'oiseau qui est fortement avancée en intelligence. Taille de votre cerveau. Posture droite. Il parle de posture droite. Pourquoi? Parce que l'évolution dit qu'on vient des singes. Les singes marchent courbés, 4 pattes. Et nous, on marche droit. Donc la sélection naturelle nous a amenés. Vous voyez, c'est tout un concept. Tous ces concepts-là sont dans la couleur de votre peau, etc. Bon. Dans le même livre, c'est marqué « Vous êtes un animal et vous partagez un héritage commun avec les vers de terre. » C'est clair. C'est pour ça qu'on utilise des citations de livres comme ça dans nos universités. Est-ce que c'est surprenant que les gens nous traitent comme des animaux si on est en train de les enseigner qu'on l'est? Alors, faites-leur dire « Laisse-moi contrôler les manuels d'école et je contrôlerai l'État. » Alors, c'est pour ça que je montre des manuels d'école. Parce que c'est en train d'influencer comment les gens pensent. Au Québec, on a une grande situation avec l'accommodation raisonnable, ou irraisonnable, je pense, et on veut contrôler qu'est-ce qui est enseigné dans nos écoles. Oui, parce qu'on contrôle la pensée de nos jeunes qui vont devenir les leaders plus tard, puis on vient de changer toute une culture. Mais ce n'est pas nouveau, ceci. Il recule à Platon, 427 avant Jésus-Christ, donc ça fait 2500 ans.
Ce sont des temps étranges, dit Platon, dans lesquels nous vivons lorsqu'on enseigne aux vieux et aux jeunes des mensonges à l'école, et que la personne qui ose dire la vérité est appelée soit un lunatique ou un fou. Il n'y a rien qui a changé sous le soleil, comme qu'on peut voir. Enseigner autre chose que l'évolution dans notre société peut être dangereux. Roger DeHart, professeur à l'école secondaire à Washington, l'État de Washington, les dirigeants de l'école l'ont privé du droit d'informer ses étudiants d'erreurs dans les manuels de sciences. Il voulait juste il voulait pas enseigner la création. Il voulait juste dire, vous savez, nos manuels de sciences, ils ont à peu près 10 ans en arrière de où est-ce qu'on en est en sciences. Par exemple, nos manuels de sciences présentement enseignés dans les écoles vont parler de l'ADN bidon. C'est un concept qui a sorti il y a une vingtaine d'années qui dit qu'il y a de l'ADN qui est vestigial, qui est resté dans l'ADN à travers l'évolution et qui n'est plus utilisé par le corps. Sauf qu'on a découvert il y a quelques années, et ça a été publié en grand cette année, qu'il n'existe plus de ADN bidon. Tout cet ADN-là est utile à gérer l'infrastructure des protéines qui sont créées. Mais les livres disent ADN bidon, donc lui il dit, mais moi je veux corriger ça. Il ne faut pas que j'enseigne qu'est-ce qu'il faut. Ils l'ont refusé à l'école et il a perdu son emploi. Kevin Haley, professeur d'école secondaire à Oregon, mis à pied pour avoir exposé les erreurs dans les manuels d'école touchant l'évolution. Même histoire. Dembski, un doctorat universitaire, mis à pied pour avoir promu des concepts de dessin intelligent, pour avoir dit « Non, je suis désolé, on n'a pas évolué, on est ici, l'évolution est peut-être vraie, il dit « Je n'embarque pas là-dedans, mais il dit ce qui est clair, c'est que c'est trop complexe. Ça démontre l'évidence d'un design, qu'une intelligence, sans identifier qui a fait l'intelligence, il a dit le design dans la nature, le dessin dans la nature est clair pour moi comme biologiste et il a été mis à pied. Forrest Mims, lui ça c'est vraiment reculé un peu loin dans le temps, mais lui était un des premiers à subir les effets de ce mouvement de sortir toutes les personnes qui ne croient pas à l'évolution de nos écoles et de nos journaux. C'est une journaliste de National Geographic, Science Digest et American Journal of Physics. Il a publié 70 revues, articles scientifiques. C'est beaucoup. C'est une machine à produire, là. Ils ont découvert qu'il était un créationniste. Alors, ils ont dit, vous n'avez pas le droit de publier dans Scientific American. Indépendamment de la validité de qu'est-ce que vous dites, on ne publie pas. Ce qui est drôle, parce que la première chose que quand je rencontre un évolutionniste, ils vont dire, « Ah, mais pourquoi vos découvertes ne sont jamais publiées dans nos revues? » Ouais. Lui, il a perdu son emploi. Dean Kenyon, doctorat, professeur universitaire à San Francisco State, mis à pied car il doutait de l'évolution malgré avoir écrit des livres en faveur de la théorie de l'évolution. Il avait écrit des livres en faveur de théorie, mais il y a des parties de l'évolution, il dit, il y a quelque chose je ne suis pas capable de m'en tenir. Bye. Et la liste continue, entre autres des personnes qui ont enseigné 24 ans, 1 an d'avoir permanence mis à pied. Un homme qui a 4 doctorats, 2 doctorats, même s'il y avait une moyenne parfaite, les deux de ces 4 doctorats ont été refusés à l'interview finale, c'est Dr. Jerry Bergman, parce qu'il était créationniste. Il les a dit, mais vous auriez pu me dire ça avant que j'ai commencé mon travail, il y a 4 ans? L'homme a déjà 9 diplômes universitaires. On lui refuse, juste pour des raisons philosophiques. Donc, ce n'est pas vraiment une question de science contre croyance, mais clairement, croyance contre croyance, ou ce qu'on va présenter, vision du monde contre vision du monde. Et le combat est là. Alors, la théorie de l'évolution spécifiquement commence vraiment à prendre un essor au début des années 1830 et non 1930, qui est là. Et dans les principes de géologie. Un instant. Voilà. Alors, Charles Lyell était un géologue et avocat amateur. Un géologue amateur, il était un avocat de travail et chrétien. Et il a publié un livre qui s'appelle Les principes de géologie qui ont été le fondement de tout un nouveau pensée, entre autres que l'âge de la Terre n'était pas de 6000 ans, comme indiqué dans la Bible, mais qu'elle était des millions d'années,
jusqu'à des millions d'années. Et lui est allé à travers le monde, il a pris des mesures, il a dit, regarde, ça c'est long, ces dates-là sont longues, ça prend plus de temps pour faire que les chutes Niagara, ça doit prendre 35 000 ans pour faire les chutes Niagara. Finalement, il avait mal calculé, mais c'est ça qui est rentré dans son livre. Et ceci a amené des gens comme Charles Darwin à développer leur modèle, avec Wallace et d'autres, développer leur modèle biologique qui avait besoin de beaucoup de temps. Et qui fait qu'on part de... OK. Et qui fait qu'on part des cellules et éventuellement des molécules, si vous le voyez, des algues, et on arrive jusqu'à la vie où est-ce que nous sommes. La raison de l'existence de l'homme dans ce modèle sur la Terre est, tu as deux choix. Un accident fortuit où ses ancêtres ont éliminé les autres espèces du même type par sélection naturelle. En fait, c'est les deux. Donc, vous avez deux raisons. Vous êtes ici par accident et vous avez réussi à éliminer vos collègues, les autres espèces autour de vous. C'est la seule manière que l'évolution fonctionne. Même si vous avez une mutation qui change, c'est parce que vous avez reproduit plus et que les autres n'étaient pas capables de survivre ou vous l'avez simplement éliminé. Dans le monde naturel, c'est ça qui arrive. Quand il y a un lion qui est malade, les autres lions vont le tuer. Okay? Il y a tout un aspect d'animal. Mais est-ce que ça se rapporte aux humains? Donc l'homme n'a pas plus de valeur dans l'univers qu'une roche ou un animal ou, comme on a vu tout à l'heure, un ver de terre. Alors, il y a 3 livres qui ont affecté ce mouvement-là. Premièrement, il y a le livre de Hutton, La théorie de la Terre, en 1975. Lui, il a semé la doute aussi que la Terre avait 6000 ans. Charles Lyell, avec le principe de géologie, 1830, lui, il suscite la doute avec la question de l'âge de la Terre, mais aussi, il dit, il n'y a jamais eu de déluge global, il y a eu multiples déluges. Cuvier, sur le côté français, était en train de faire la même procédure avec ses propres livres, dans les mêmes années. Et après ça, on arrive à Darwin, en 1859, qui, lui, va amener un doute qu'il y a même un créateur. Donc, vous voyez, il y a un processus, la semence de la doute, qui fait qu'on part avec juste un questionnement sur l'âge. Mais s'il n'y a pas l'âge, on va questionner le déluge et finalement, on va questionner le créateur. D'ailleurs, c'est pourquoi je crois, comme créationniste biblique, que c'est très dangereux pour les chrétiens de prendre une position théiste et évolutionniste. Parce qu'on commence à douter des 6000 ans, et j'ai toujours remarqué que ceux qui ne croient pas que Dieu a créé en 6 jours il y a 6000 ans, ils croient presque jamais à un déluge global. Ce qui veut dire que quand Jésus parlait des jours de Noé, il n'était pas en train de parler de quelque chose de vrai. Et finalement, on arrive à rejeter le Créateur, ce que font 75% de nos enfants quand ils vont à l'université, en dedans de 1 an, ils ont rejeté et ils ne vont plus jamais revenir dans nos églises. 75%. Ils ont fait l'école de dimanche pendant des années. Ils ont entendu des prêches. Ils ont été des camps chrétiens. 1 année d'université et ils ne reviennent plus jamais à l'Église. Il y a quelque chose qu'on manque dans notre enseignement, c'est clair. D'abord, l'égoïsme et la violence, je cite un évolutionniste, Darlington, dans son livre Evolution for Naturalists. Il dit d'abord, l'égoïsme et la violence font partie de nos êtres, hérités de nos ancêtres animaux. La violence est alors naturelle à l'homme, un produit de l'évolution. Alors, est-ce qu'on devrait mettre des personnes violentes en prison? C'est naturel, selon Darlington. Mais si on recule un peu dans le temps, en Europe, on croyait à la Genèse. Donc, je vais faire... Ça, c'est la vision du monde évolutionniste, on vient de voir. Je vais regarder la vision du monde créationniste. On va faire un tour de... Puis c'est important qu'on passe ces versets-là. Il y en a qui sont... Vous allez dire c'est de base. Oui, c'est de base, mais il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas lu ou qui ne l'ont pas compris. Alors, restez avec moi pendant 3-4 minutes pendant qu'on fait ces versets-là. Parce que c'est de là qu'il vient le modèle créationniste. Premièrement, il y a le premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça englobe tout, là. Les cieux et la terre, il ne reste rien d'autre. Il n'y a pas rien avant le commencement. Il n'y a pas de pré-création. Au commencement, c'est le commencement. Et Dieu créa les cieux et la terre. Ça inclut les étoiles. Ensuite, en Genèse 1, 21, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Pas que c'est les eaux qui les produisirent, mais les autres se reproduisent dans les eaux.
Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Donc, au début, c'est très bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, ce mot-là va revenir souvent, multipliez, et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le 5e jour, et Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Excusez, j'ai un problème de synchronisation entre mes deux moniteurs. J'ai vraiment un problème de synchronisation. Ah, OK. Parfait. Donc là, on parle du 6e jour, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme. Donc là, on a d'où vient l'homme dans le modèle, la vision du monde créationniste et chrétienne, naturellement. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pluriel, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux de terre, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous voyez ici qu'il y a vraiment une ligne de séparation entre l'homme et les animaux. Dans le modèle, dans la vision du monde chrétienne, on n'est pas un animal. Dieu créa l'homme à son image, donc pas l'image d'un animal. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds et multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux de ciel et sur tous les animaux qui se meurent sur la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla, ça c'est en Genèse 2,7, il souffla dans ses narines une souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, c'était dans un jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bon, c'est sûr qu'ici, à quoi ça a l'air un arbre de connaissance du bien et du mal? Aucune idée. OK? Je ne peux pas t'aider là-dedans. Je sais que ça a l'air bizarre, quelle sorte de fruit que ça prendra, je ne sais pas. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que Dieu avait dit de ne pas en manger. Peut-être l'arbre en lui-même n'avait rien de spécial. C'est ce qui est arrivé quand ils ont, comme vous allez voir, quand ils ont transféré tout à Satan. Ça a eu un effet. Alors peut-être l'arbre en lui-même, c'est juste que Dieu dit, ne touche pas cet arbre-là. Mais non, il n'a pas dit de ne pas le toucher, de ne pas le manger. Il dit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mort. La mort n'existait pas. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à sa femme, à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc, il met un questionnement dans cet ordre du Créateur. La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Donc, elle avait l'histoire comme il faut, sauf que Dieu n'a pas dit de ne pas y toucher. Elle savait qu'elle n'était pas supposée manger. C'était pas comme... Elle ne savait pas. C'est même pas vraiment... Mais c'est une sorte de séduction, comme on va voir, mais c'est une séduction participatoire. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait, c'est ça que le serpent dit, mais Dieu sait, donc il met en question, il dit, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux, ça c'est important. Vous connaissez, en connaissant le bien et le mal. Récemment, j'ai publié un article qui s'appelle « Où sont les juges ?» sur une revue Internet. Et là-dedans, je conteste qu'on a bien mangé de l'arbre du bien et du mal sans avoir la capacité d'assumer la responsabilité de connaître le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Oups! Comment elle a vu ça? C'est pas Dieu qui lui a dit. Ça, c'est le serpent qui a présenté. Là, il y a une séduction. Le serpent a présenté quelque chose qui n'était pas vrai. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et en mangea. C'est comme si vous êtes la première création. Vous êtes le plus parfait qu'il y a comme humain. Vous êtes fait à l'image de Dieu et vous voulez plus. Je veux plus d'intelligence. Allô? Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ah! Question de moralité ici.
quelque chose. Bien et mal implique aussi une moralité. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils se firent des ceintures, pour des raisons que je n'ai pas besoin d'élaborer. Oh, excusez, vous n'avez pas vu à l'écran. Donc, Genèse 3,7. Les yeux les uns s'ouvrent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Alors, il y a 4 questions que tout le monde doit répondre avec ces 2 visions du monde. 2 façons d'y répondre, naturellement, puisqu'il y a 2 visions. Qui suis-je? Donc, ma valeur et mon importance. D'où est-ce que je viens? Pourquoi suis-je ici? Ma raison d'être. Et où est-ce que je m'en vais après la mort? Ma destinée. Ces 4 questions-là, on est précodés comme humains de les poser concernant nous-mêmes. Et on a 2 façons de répondre et ça dépend de notre vision du monde. Avec l'évolution, notre ancêtre, c'est une bactérie. Avec la création, on est fait à l'image de l'homme, à l'image de Dieu, excusez. Avec l'évolution, c'est la sélection naturelle qui nous produit. Avec la création, création ex nihilo, qui veut dire de rien. On est créé par Dieu dans un moment donné. Évolution prend beaucoup de temps. La création prend peu de temps. En fait, Dieu a pris 6 jours, il aurait pu prendre 6 secondes. Je ne sais pas pourquoi il a pris si long. L'évolution, l'homme en progression. En la création, l'homme est en régression. Régression parce qu'on commence parfait, on peut juste régresser à partir de là. Très important parce que les gens vont demander « D'où vient la souffrance? D'où vient le mal? » On a une réponse. Évolution, on est égal avec les animaux, avec la création. Vous vous souvenez les versets? On domine sur la création. On est supposé. Pas supposé. Quand on parle de domination, ce n'est pas nécessairement négatif comme connotation. On peut faire des choses qui sont bien en dominant, en contrôlant. L'évolution, il n'y a pas de moralité explicite dans l'évolution. Survie de plus fort, il n'y a pas de moralité. Mais dans la création, il y a définitivement une moralité qui est établie par le Créateur. Et l'évolution aussi, il y a une hiérarchie des races. Donc, il y a différentes races qui ont différentes places dans les animaux. Si tu es un lion, ce n'est pas la même chose que si tu es un antilope. C'est rare que les antilopes ont le dessus sur les lions. Okay? Dans la création, en termes d'humains, on est tous d'un même sang. Acte 17. L'apôtre Paul, il dit, on est tous du même sang, on est tous égaux à la croix, on est tous égaux. On vient de la même question. Regarde ce que cet évolutionniste, Sir Fred Hoyle, un astrophysicien, il dit ceci. Je suis hanté par la conviction que la philosophie nihiliste de la soi-disant opinion de ceux qui ont reçu de l'éducation, adoptée à la suite de la publication d'Origine des espèces, a destiné l'humanité à un chemin d'autodestruction automatique. Et mes citations vont juste aller en empirant durant la conférence. Désolé. OK? On va commencer par le racisme. Donc, tout le monde suit dans le moment. J'ai un peu de feedback. Vision du monde, c'est clair. On a 2 visions du monde, animal, pas animal, tout ça. J'ai mis ça clair. OK. Là, on va aller. C'est quoi les branches et les fruits de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, au fond, de cette évolution? C'est ceci. En fait, on va commencer avec le racisme, ce que j'appelle l'éléphant dans la chambre. Les évolutionnistes vont rarement, si jamais, discuter du côté raciste de leur théorie. Mais c'est clair que leur théorie invoque le racisme. C'est clair, il doit y avoir des races qui sont plus fortes que d'autres races. Et c'était toujours là depuis le début. C'est pour ça que je l'appelle l'éléphant qui se cache. Il est énorme, mais personne n'en discute. Personne n'ose en discuter. Charles Darwin, le titre de son livre, L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races les meilleures dans la lutte pour la vie. Est-ce que c'est assez clair? C'est drôle qu'on parle toujours du livre Origine des espèces. On a comme laissé c'est l'éléphant dans la chambre. On n'en parle pas du reste. Je veux dire, mais ça peut être des races. Peut-être qu'il ne parlait pas des humains. Mais non, il parlait des humains, comme vous allez voir. Donc, si on commence comme une sorte de molécule et on arrive à des humains, les évolutionnistes disent « Oh non, 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 on ne parle jamais de molécules. Une bactérie. Oui, notre ancêtre, c'est une bactérie. Oui, bravo, votre ancêtre, c'est un protiste. Mais, et ce n'est pas vraiment possible scientifiquement que vous arrivez à des humains de tout, mais ce n'est pas vrai que vous ne parlez pas de molécules dans vos cours d'école. Ce livre-là, L'aventure humaine, regarde le titre « Des molécules à la culture ». Avec une préface de Yves Coppens, très connu, un anthropologue et paléontologue en France.
Est-ce que c'est clair? On veut aller des molécules et on veut faire une culture, une société, une vision du monde à partir de nos molécules. L'aventure humaine. L'homme, dans le racisme naturel, le résultat de centaines de millions d'années de lutte pour l'existence par la sélection naturelle à partir d'une bactérie. L'humanité, selon Clara, ça c'est en 1800, je pense que c'est dans 1872, quelque chose que dans ces places-là. Clara Lucas Balfour a dit ceci: « L'humanité se bat dans la lutte pour sa progression, lutte dans laquelle des millions sont morts piétonnés pour que des milliers peuvent monter sur leurs cadavres. » Vision claire, évolutionniste. La théorie de l'évolution, c'est du simple au complexe, faible à fort, de moins parfait à plus parfait, de l'inférieur au supérieur. C'est la théorie. C'est comme ça que ça fonctionne. D'ailleurs, ça m'a toujours étonné dans un de mes débats à l'Université Laval avec Dr. Cyril Barrette, que quand quelqu'un a demandé « c'est quoi la prochaine étape dans l'évolution? » Pour les humains, naturellement. Et sa réponse était « l'évolution a arrêté ». Là, je ne comprenais pas rien. Comment ça se fait que ça a arrêté? On n'a pas continué là-dedans, mais là, je comprends pourquoi. C'est l'éléphant dans la chambre. Charles Darwin, naturellement, je vais citer des phrases plutôt complexes parce qu'il écrivait dans ce temps, mais il écrivait des phrases qui étaient très longues, sans ponctuation ou sans point. Alors, excusez la longueur de cette citation, mais ça démontre la pensée de Charles Darwin. Finalement, je pourrais argumenter plus hardiment sur ce que la sélection naturelle a fait et fera pour le progrès de la civilisation, que tu ne sembles pas être prêt à l'admettre. Il écrivait à quelqu'un qui était un ami à lui qui n'acceptait pas sa théorie. Il faut se rappeler comment les nations de l'Europe, il n'y a que quelques siècles, ont couru le risque d'être conquises par les Turcs. Et comment cette idée semble ridicule maintenant. Les races appelées caucasiens, étant plus civilisées, ont vaincu les Turcs dans le combat pour l'existence. Aïe aïe! Si nous considérons le monde dans une date pas si lointaine, il y aura un nombre innombrable de races qui aura été éliminées par les races plus civilisées à travers le monde. On continue. Charles Darwin, dans son livre « Ascendance de l'homme », cet homme qui est un héros des scientifiques dans le moment. C'est presque certain que dans une période future pas très lointaine, si nous mesurons le temps en siècles, que les races civilisées de l'homme extermineraient et remplaceraient les races de sauvages à travers le monde. En même temps, les gorilles anthropomorphes, ça veut dire des gorilles qui ont un peu l'air comme des humains, seront sans doute exterminés. La division entre l'homme et ses alliés les plus proches sera plus grande, car il interviendra entre l'homme dans un état encore plus civilisé, comme nous l'espérons, il s'attendait que les choses améliorent, qu'aujourd'hui, entre celui du caucasien et un gorille aussi bas que le babouin, au lieu de la situation présente entre le nègre et l'Australien aborigène et le gorille. C'est très pesante comme phrase, mais c'est très clair que Darwin était raciste. Samuel Holmes, 1821, évolutionniste. Il publie ceci: des noirs purs avec des talents naturels de haut niveau confirmés sont en fait rares. Le fait que les mulâtres, malgré leur infériorité relative avec leurs parents blancs, sont dans tous les pays supérieurs aux noirs est fortement indicatif de la différence dans la capacité intellectuelle des deux races. Ça, c'est la science dans les années 20. Il n'était pas Samuel Holmes, ce n'est pas un scientifique qui était sur le côté, là. C'était en plein centre du mouvement et de la pensée scientifique évolutionniste du temps. Regarde ça ici, les nègres à vendre. Je traduis ici, le 29 novembre, ça consiste à un homme nègre, il est très bon à travailler dans le champ, un numéro 1. Il a 17 ans, un serviteur, un très bon cuisinier, et il aide même à la maison. Puis il y a une couple d'autres, il y a deux femmes ici qui sont en bas de 12 ans. On est en train de les vendre. Quelle année? 1859, la même année que Darwin publie Origine des espèces. Donc, l'origine des espèces n'était pas qu'est-ce qui a commencé le racisme nécessairement, mais il suivait le courant et il est devenu une justification pour des positions racistes qui voulaient se justifier, qui ne peuvent se justifier en utilisant la Bible. On parle en Europe.
Et on avait naturellement la vente de nègres un peu partout. Les personnes ici blanches, c'est des chrétiens, malheureusement, ou ils se disent chrétiens. Osborne, évolutionniste conservateur du Musée d'histoire naturelle à New York. Je te garantis qu'on ne devient pas un conservateur du Musée d'histoire naturelle à New York sans être un sommité dans son domaine. Le niveau d'intelligence du nègre adulte moyen est similaire à celui d'un jeune Homo sapiens âgé de 11 ans. Stephen Jay Gould, un grand évolutionniste qui est mort récemment, mais honnête, il dit ceci: « Les arguments biologiques en faveur du racisme pouvaient être communs avant 1850, mais ils se sont accrus de plusieurs ordres de grandeur après l'acceptation de la théorie évolutionniste. » Adolf Hitler, on est encore dans le racisme, on va parler plus de lui tout à l'heure. Une race supérieure a servi une race inférieure, un droit que l'on observe dans la nature et qui peut être considéré comme le seul droit acceptable. 1933 à Nuremberg. Remarquez, ça c'est avant la Deuxième Guerre mondiale. Sir Arthur Keith, évolutionniste, une sorte de disciple de Hitler, mais il n'était pas allemand. Il était britannique. Sir, là, ça veut dire qu'il a reçu, il est comme chevalier. Là. La chrétienté, et ce qu'il dit est très vrai ici, la chrétienté ne fait aucune distinction entre la race ou la couleur. Elle cherche à briser toutes les barrières des races. Dans ce domaine, la chrétienté, selon lui, agit contre la nature. Car les races humaines ne sont-elles pas la récolte évolutionniste à laquelle la nature a travaillé si ardument à la produire durant de longues âges? 1947. Pas loin. Là, on est après la Deuxième Guerre mondiale. Après 6 millions de Juifs qui ont été tués. 1947. Ici, dans les années début du siècle, on mettait cet homme-là, Madison Grant, il a construit le zoo au Bronx et qui a attiré beaucoup de gens. Il était très, très riche et très intelligent, un scientifique aussi. Et c'était populaire dans ce temps-là de faire des cages où est-ce qu'on mettait des pygmies ou des personnes, des aborigènes de l'Australie, dans des cages avec des gorilles ou dans leur propre cage, comme étant une partie de l'exposition humaine. Otabenga du Congo, d'ailleurs, exposé au zoo de Bronx dans la cage des primates en 1906. Éventuellement, il s'est suicidé. Donc, on continue. On a fait le racisme. Misogynie. Bon, misogynie, vous savez c'est quoi? Peut-être vous ne savez pas, c'est l'infériorité des femmes. Charles Darwin a dit ceci: « Certains traits des femmes sont caractéristiques des races inférieures, et elles sont donc issues d'un passé et d'un état de civilisation inférieur. La moyenne de puissance mentale chez l'homme doit être au-dessus de celle des femmes. » Particulier, hein? Il faisait tout ça parce que son cousin, Galton, a fait beaucoup de travail sur la taille des cerveaux. Il a mesuré énormément de cerveaux, puis il a conclu que ceux qui avaient des cerveaux plus grands étaient plus intelligents. D'ailleurs, c'est ça qui va nous amener à la race aryenne, qui va amener Hitler à choisir les blancs, malgré que lui, il ne l'était pas, à être la race pure, exact, parce que les Nordiques avaient des cerveaux qui étaient plus grands. Mais donc, les femmes ont généralement, juste parce que leur taille physique est plus petite, ils ont des cerveaux un peu moins grands que les hommes. Darwin les considérait moins intelligents. Gustave Le Bon dit ceci: « Des races les plus intelligentes, il était en même temps que Darwin, des races les plus intelligentes sont un grand nombre de femmes dont les cerveaux sont plus rapprochés en taille de ceux des gorilles, et que ceux des cerveaux mâles les plus développés. » Cette infériorité est si évidente que nul ne peut la contester pour un moment. Son degré seul vaut la peine de discuter. Les femmes représentent les formes les plus inférieures de l'évolution humaine et sont plus près des enfants et des sauvages de l'homme adulte et civilisé. Il existe sans aucun doute quelques femmes distinguées très supérieures à l'homme moyen, mais elles sont aussi exceptionnelles que la naissance d'une monstruosité, par exemple d'un gorille à 2 têtes.
Par conséquent, nous pouvons les ignorer entièrement. Je présume qu'ils n'étaient pas mariés, mais je ne peux pas vous le dire. C'est drôle, mais c'est pas drôle parce que c'est publié. Il était sérieux. Mais Charles Darwin... OK, donc ça, c'est les femmes. Là, j'ai cité quelques-uns. On aurait pu aller plus loin, là, mais je ne voulais pas. Ça va juste commencer à devenir une comédie, là. Mais c'était sérieux dans ce temps-là. Et les femmes étaient maltraitées à cause de ça et considérées plus bas. Ils n'avaient pas accès aux mêmes postes dans les universités, ni les orchestres, ni plein de places dans la société parce qu'ils sont inférieurs de façon évolutionniste. Charles Darwin, là, on va regarder l'avortement. Je le mets ensemble parce que, naturellement, femme, avortement, ça y a un lien. Charles Darwin dit ceci. L'homme se développe à partir d'un ovule d'environ un 125e de pouce de diamètre, qui ne diffère en aucun égard des ovules des autres animaux. Oups! Ah oui? L'embryon lui-même, en période très précoce, ne peut guère être distingué de celui d'autres membres du règne des vertébrés. Au cours de cette période, les fentes sur les côtés du cou demeurent, marquant leur ancienne position. Donc, il demande, au cours de cette période, est-ce que les fentes du côté du cou demeurent marquant leurs anciennes positions? Donc, lui, il dit que les bronchies des poissons, là, éventuellement, nous autres vont devenir notre mâchoire, etc. Alors, c'est clair que pour lui, l'homme passait une période de temps où il n'était pas homme, il n'était pas humain dans l'ovule jusqu'à un certain moment. Ernst Haeckel, qui était le Darwin d'Allemagne, lui dit, moi, je vais aller démontrer que ce que Darwin pense est vrai. Alors, il a publié ce qui est en haut ici. Et on voit poisson, salamandre, tortue, poulet, lapin, humain. Ah, ça a l'air tout pareil. Donc, on peut avorter un lapin sans problème. Alors, combien de semaines est-ce qu'on est un lapin? Est-ce qu'on n'est pas dépassé le stade lapin puis qu'on va être humain? Ce qui vient, tout le concept de justifier l'avortement. Ce n'est pas un humain jusqu'à combien de semaines? Génétiquement, c'est un humain dès qu'il y a fécondation. C'est le génétique, il y a tout le même code, qu'il soit à l'intérieur du fœtus ou qu'il soit à l'extérieur, c'est le même code, dans chaque cellule. Mais, ils n'avaient pas de génétique. Ça, c'est la vérité, qu'est-ce que vous voyez en bas. Et on a découvert que c'était une fraude. Il avait fait une sorte de puzzle. Il a mis des morceaux de toutes sortes d'êtres pour créer ça. Est-ce qu'il se défend? Quand la fraude a été découverte, qu'est-ce qui est arrivé? Bon, mais regardons ceci. Ernst Haeckel dit ceci. Après cette confession compromettante de contrefaçon, parce qu'il a fallu qu'il l'admette éventuellement, je devrais être obligé de me considérer condamné et annihilé. Si je n'avais pas la consolation de voir à mes côtés sur le banc des accusés des centaines d'autres coupables, parmi lesquels nombre d'observateurs les plus crédibles et de biologistes les plus estimés. La grande majorité de tous les diagrammes dans les meilleurs manuels, dans les traités et les revues de biologie risqueraient le même degré d'accusation de contrefaçon, car tous sont inexacts et sont tous plus ou moins altérés, schématisés ou fabriqués. OK. Il exagère, je peux vous dire ça, il était le pire. dans ce domaine-là, il était le pire. Mais ça a eu un grand effet sur la pensée des gens. Stephen Jay Gould, qu'on a vu tout à l'heure, il a publié ceci en l'an 2000. Il dit « Nous avons le droit, je pense, d'être aussi surpris qu'embarrassés par ce siècle de recyclage insensé qui a mené à la persistance de ces esquisses dans un grand nombre, si ce n'est pas la majorité des manuels scolaires modernes. D'ailleurs, ça ne me surprendrait pas de savoir qu'encore aujourd'hui, au Québec, on a encore cette esquisse-là. Parce qu'il y a 10 ans, on l'avait dans nos manuels. Et pourtant, c'est une fraude déclarée depuis 1937. Avortement au Québec, 1868. Et la courbe en parle de lui-même. 100 000, ça c'est par année. Et là, on est dans les 100 000. Mais 2005, ça a sûrement augmenté depuis ce temps-là. Tout ça, à cause de ce concept. Vous voyez, avant qu'on voit l'euthanasie, tout ce concept-là, je justifie sur l'évolution. Ce n'est pas un humain. On va juste le... Par contre, si vous tuez une femme enceinte, vous êtes coupable de 2 meurtres. C'est un peu bizarre, notre système pénal, là. C'est un humain ou c'est pas un humain? À quel moment c'est un humain? Si tu as un enfant très précoce, c'est un lapin qui sort? Un enfant très tôt, je ne sais pas. Des questions à se poser. OK. L'euthanasie. La pensée des euthanasies, c'est on tue ceux qui sont moins utiles à la société, surtout les vieux,
Et ça commence à me concerner de plus en plus avec les cheveux blancs. La pensée des eugénistes, ça c'est dans l'Encyclopédie de bioéthique 1978. OK? Donc, la pensée des eugénismes modernes n'a paru qu'au 19e siècle. L'émergence d'un intérêt pour l'eugénisme pendant ce siècle a plusieurs sources. La plus importante est la théorie de l'évolution, car les idées de Francis Galton, le cousin de Darwin, sur les eugénismes, il est l'auteur du terme eugénisme d'ailleurs, c'est son livre que vous voyez à l'écran, étaient des rejetons logiques liés directement à la doctrine scientifique élaborée par son cousin, Charles Darwin. Ça, c'est une annonce eugéniste qui vient de la Société philosophique américaine. Et on voit ici, ça c'est au début du siècle, eugénique. L'eugénique, c'est la direction, c'est où est-ce qu'on dirige l'humanité nous-mêmes de l'évolution humaine. C'est comme un arbre. L'arbre réapparaît. Cet arbre réapparaît. L'eugénique amène des matériaux de beaucoup de sources et les organise dans une entité harmonique. Donc, pour eux autres, là, il fallait, pour avancer, vous vous souvenez, Darwin a dit « comme je l'espère ». On va organiser les choses pour que l'évolution progresse plus vite. Et en faisant ça, on va éliminer les non désirables. Président Theodore Roosevelt des États-Unis, il dit ceci: « Je désire beaucoup qu'on puisse arrêter les mauvaises personnes de se reproduire. Les criminels devraient être stérilisés et des personnes avec une pensée faible se voir interdites d'avoir des enfants. » Intéressant. Radio-Canada, une majorité de Québécois sont en faveur du suicide. Vous ne savez pas, hein? La majorité des Québécois sont en faveur du suicide. Au Canada, il y avait des lois permettant la stérilisation, naturellement des suicides pas sous n'importe quelle condition, vous comprenez, mais surtout la question de à quel moment on devrait débrancher quelqu'un. Et ça se fait de plus en plus, même si on n'a pas de loi spécifique qui protège, de plus en plus, il y a des manières de faire accélérer parce qu'on a besoin des lits libres dans nos hôpitaux. Au Canada, les lois permettant la stérilisation forcée des handicapés mentaux, il y a eu 2832 cas en Alberta, existaient jusqu'en 1972. Ça n'a pas été actualisé, c'est plus dans les années 30 qu'ils l'ont fait, mais ils étaient sur les livres. Tu vois, on pouvait forcer la stérilisation de quelqu'un handicapé jusqu'en 1912, puis on sera à l'intérieur des lois. Si on regarde ça en Caroline du Nord, le Eugenics Board, donc ici, il y a eu 7600 personnes en 1933 et 1973 qui ont été stérilisées, forcées. Ah, tu veux recevoir ton chèque de bien-être social? Passe ici avant. Heinrich von Treitschke, qui était, là on va parler du nazisme, qui était le mentor philosophique pour Adolf Hitler. Il dit qu'une race supérieure conquiert toujours une inférieure. Donc lui, ça va de la question de la lutte. Tout est une lutte. Et naturellement, mon combat de Hitler, basé tout sur une lutte. À travers une lutte, les vainqueurs vont avancer l'évolution parce que l'évolution a toujours évolué à travers une lutte. Donc c'est une pensée qui commençait à aller partout dans les sphères des penseurs, que ce soit du côté allemand, français ou même britannique. Toute cette pensée-là était courante. Il faut une lutte. Plus tard, on va parler du communisme, naturellement. Les Allemands, dans Mein Kampf, là je cite le livre, les Allemands étaient de race supérieure destinés pour un futur évolutif glorieux. C'est pour cette raison qu'il était essentiel que les Juifs soient ségrégés, autrement les mariages entre races différentes se seraient produits. Si cela s'était produit, tous les efforts de la nature visant à établir un palier évolutif supérieur auraient été futiles. Keith, vous vous souvenez, on a cité Keith, qui disait, Arthur Keith, qui parlait de la chrétienté, il était contre nature. Il dit ceci: « On ne peut pas s'échapper de la nature humaine. Parce que l'Allemagne a bu le vin de l'évolution jusqu'à sa dernière goutte et que dans sa débauche évolutionniste, elle a plongé l'Europe dans un bain de sang, cela ne prouve pas que la loi de l'évolution soit mauvaise. Une loi qui a mené l'homme en dehors de la jungle et qui a fait le roi des bêtes ne peut pas être entièrement mauvaise. » Il y a juste quelques temps, pas trop longtemps, Richard Dawkins, qui est docteur
Dawkins, un évolutionniste très connu dans nos médias présentement en Grande-Bretagne, il n'était pas capable de critiquer Hitler. Il dit, mais il ne faut pas regarder tout ce qui est négatif autour de ça. En vertu d'une loi votée en 1933, 350 000 personnes souffrant de troubles mentaux, 3 000 gitans et des centaines d'enfants noirs ont été stérilisés par des méthodes telles que la castration, les rayons X, l'injection, des décharges électriques sur des parties génitales. Un officier nazi a dit « Le national-socialisme n'est rien d'autre que la biologie appliquée ». Durant la guerre, il y a eu des camps où ils ont pris des filles blondes, allemands, pour les soldats allemands, qui étaient choisis selon des normes, ils ont mesuré leur tête et il fallait qu'ils s'accouplent là pour avoir des enfants pour cette race pure. Il y a eu toutes sortes d'expérimentations sur les humains, et ça, on va en venir dans quelques instants, par les docteurs ou les scientifiques nazis qui ont expérimenté en termes d'une pensée évolutionniste. Ils ont pris des jambes, ils ont expérimenté toutes sortes de... Mais on va voir un problème dans quelques instants. Mais tous ces enfants-là, ils ont été torturés, rendus malades jusqu'à la mort pour faire des tests, pour faire des pharmacologies, dont quelques-uns on utilise encore aujourd'hui. Ça, je voyage beaucoup pour mon travail et j'étais en Angleterre et j'ai tombé là-dessus, Newsweek, dans l'aéroport à Londres, de septembre 17 2012. Très à jour, on est juste octobre. Alors, il dit ici, le lien nazi avec la thalidomide. Thalidomide, et là, vous voyez un enfant qui n'a pas de bras, et les nazis sont au cœur de cette... ils appellent ça la dernière crime nazi. Il y a un livre qui est en train de sortir qui s'appelle « La dernière crime nazi » qui est basé là-dessus. Et l'histoire, c'est assez simple. Le thalidomide était un tranquillisant, supposément. On pense même qu'il a été développé en utilisant des prisonniers dans des camps de concentration. Ça reste à prouver. Il était vendu par millions et il était promu pour utiliser sur des femmes enceintes, dont au moins 100 000 femmes enceintes l'ont pris, dont au moins 90 000 ont fait des fausses couches. Et les bébés qui sont nés sont tous nés avec des handicaps, que ce soit intelligence, que ce soit pas d'oreilles, pas de bras. C'est des choses vraiment terribles. Cet homme ici, c'est un homme qui était un meurtrier génocidal des nazis. Il était condamné à 8 ans de prison. Il a fait 4, il est sorti parce que les compagnies américaines, mais les compagnies de l'Ouest, voulaient sa connaissance chimique pour développer les drogues d'après-guerre. Il est devenu le chef de la compagnie qui fait le thalidomide. Il est venu partie de leur conseil pendant des années. Et cet homme ici, qui travaille aussi, qui s'appelle... C'est trop petit sur l'écran, je vais te le lire parce que j'ai l'article ici, c'est pour ça que j'ai amené. Il s'appelle Henrik Murchter. Et Henrik Murchter, il a définitivement expérimenté sur des prisonniers dans les camps de concentration, entre autres il voulait faire un contrôle du typhoïde, parce que les Allemands étaient dans des jungles, ils étaient en train d'être affectés par le typhoïde. Le problème, c'est que le typhoïde ne peut pas vivre en dehors du corps humain. Donc, ils ont pris les prisonniers, ils les ont injectés de typhoïde pour expérimenter avec leur solution. Et naturellement, les gens sont morts de typhoïde et morts de toutes sortes de choses. Lui était la base, et c'est lui qui a développé le thalidomide, et qui a récolté énormément d'argent en le faisant. Et il savait déjà qu'il y avait un problème parce que déjà, au tout début, il y avait une fille, un des dirigeants de la compagnie chimique en question, en Allemagne, qui avait, sa femme avait eu un enfant qui manquait 2 oreilles. Alors, c'est déjà connu, ils l'ont caché. Et ils ont fait pour avoir le droit d'immunité, ils ont donné 28 millions en 1970, dérisoire. Le gouvernement allemand a contribué 63 millions à ça, qui est encore dérisoire pour l'effet que ça a causé à long terme, parce que même les adultes ont été affectés incroyablement à travers ça. Et c'est développé dans les camps de concentration nazis. Communisme. Karl Marx et Friedrich Engels. L'univers est le résultat de conflits contre la religion. Engels, à Marx, il dit
Mais ça, c'est une introduction, désolé. L'univers est un résultat de conflits contre la religion. C'est ça qui est leur croyance. Alors, Engels a écrit à Marx, c'est une communication qui se sont faites. Il a dit, Darwin, que je lis maintenant, est splendide. Et Marx à Engels, en 1860, il dit, voici le livre qui contient la base de l'histoire naturelle pour appuyer notre point de vue. Marx a dédié Das Kapital à Darwin. Darwin a porté le coup le plus fort contre la conception métaphysique de la nature. Comprenez là-dedans, lisez entre les lignes, une croyance religieuse d'origine de la nature. Avec ses preuves que le monde organique d'aujourd'hui, les plantes, les animaux et par conséquent l'homme aussi, est le produit d'un processus d'évolution au cours de millions d'années. Ça, c'est Engels, évolutionniste, qui l'amène à une position communiste. Quel est l'effet des régimes communistes? 65 millions de morts en Chine, 20 millions en Russie, 2 millions en Cambodge, 2 millions en Corée du Nord, 1,7 million en Afrique, 1,5 million en Afghanistan, 1 million dans d'autres États communistes et de l'Europe de l'Est, 1 million au Vietnam, 150 000 en Amérique latine. Plus que 94 millions de personnes sont tuées sous des régimes communistes avec une pensée évolutionniste. C'est des chiffres ahurissants. C'est que si on éliminerait la quasi-moitié des populations des États-Unis, mais le tiers maintenant, ou 3 fois Canada, c'est impensable. Tout dans le dernier siècle. Et tout se justifiant sur le livre de Charles Darwin. C'est qui l'homme dangereux? Hubert Reeves, il publie en 2010, en novembre 2010, dans le Journal de Montréal, dans une situation concrète où il serait nécessaire de choisir entre la vie d'un être humain ou celle d'un animal, dans le cas où il serait attaqué par un tigre, il est intéressant de se demander à quel titre nous devrions favoriser la survie de l'être humain. Y a-t-il d'autres arguments que la simple fraternité humaine? Wow! Je ne veux pas être son ami. En tout cas, pas dans une situation comme ça. Vous comprenez le problème ici, c'est les animaux, on est un animal, donc les animaux ont autant de droits que nous. Donc, il y a quelque chose de particulier que vous allez voir ici. C'est qu'on a 2 choix. L'évolution nous amène au même niveau qu'un ver de terre, vous vous souvenez? Mais on est le roi des bêtes. Donc, en même temps qu'il peut nous amener comme un ver de terre, il peut aussi nous amener à être un dieu. Vous êtes comme des dieux. Et là, on va rentrer dans le côté dangereux de l'évolution, l'humanisme. Je tire mes citations directement de Wikipédia, la description de c'est quoi l'humanisme. L'humanisme, le mot, j'étais toujours confus comme anglophone quand j'entends les Français parler de l'humanisme. Parce que pour moi, l'humanisme, c'est toujours négatif pour un anglophone. Mais pour un francophone, ce n'est pas nécessairement négatif. Mais là, je comprends pourquoi. Regardez ici. Au début, l'humanisme est un courant de culture européen trouvant ses origines en Italie, principalement autour de Pétrarque, et qui s'est développé à la Renaissance. Renouant avec la civilisation gréco-latine, les intellectuels de l'époque manifestaient un vif appétit pour le savoir, philologie. Considérant que l'homme est en possession des capacités intellectuelles potentiellement illimitées, bon, ça je suis moins d'accord, là, mais il considère la quête du savoir et la maîtrise de diverses disciplines comme nécessaires au bon usage de ses facultés. Il prône la vulgarisation de tous les savoirs de science, dont religieux. Dont religieux. La parole divine doit être accessible à toute personne, quelles que soient les origines ou sa langue. Donc, la traduction de la Bible par Erasme, le Vulgate, etc., a été développée par les humanistes. Dans le temps, ils disent « Hey, il y a une vérité dans la Bible. » Il y a un changement qui s'est fait avec le temps. L'humanisme, on continue, implique un engagement à la recherche de la vérité et de la moralité, par l'intermédiaire des moyens humains. En particulier, les sciences en solidarité avec l'humanité. Là, on ne fait plus référence à un concept divin. En mettant l'accent sur la capacité d'autodétermination, on va le faire nous-mêmes. On est basse. L'humanisme rejette la validité des justifications transcendantes de l'époque. Il rejette quoi? La croyance qu'il y a un Dieu suprême. Alors, éloigné des questions
phénoménologique du 20e siècle, jugée comme une dépendance à l'égard du surnaturel de la croyance. En d'autres mots, si vous croyez autre chose que ça, vous avez une béquille intellectuelle. C'est parce que vous ne voulez pas vraiment savoir la vérité qui est dans la science. Vous voulez vous tenir à des vieilles histoires de vieilles dames et des mythes. Tels certains textes présentés comme d'origine divine, comme les apocryphes. Bon, c'est pas moi qui l'ai écrit, là. On sait que les apocryphes ne sont pas considérés des livres d'origine divine, mais eux autres, ils ne savent pas apparemment. Les humanistes supportent une morale universelle fondée sur la communauté de la condition humaine. Break! Une morale universelle. On va faire une morale, bien et mal, basée sur quoi? La communauté, condition humaine? C'est qui va décider exactement? C'est lequel des communautés humaines qui va dire qu'est-ce qui est bien pour moi, ou pour toi, ou pour vous? Qui a ce droit-là? Qui devrait avoir ce droit-là? Et maintenant, l'humanisme est un courant philosophique qui énonce la primauté de l'humain. Oh, l'humain n'est plus une ver de terre ici. Il a vaincu. Il est plus fort. Il est rendu au bout. L'évolution n'arrive plus. Primauté des humains. On est comme des dieux. Et des lois tout à fait naturelles sur les précroyances religieuses et la croyance en un ou plusieurs êtres divins surnaturels. On retrouve dans les organisations humanistes des athées, des agnostiques, des libres penseurs, des sceptiques ainsi que des croyants, toi pas de fort les croyants, qui affirment que l'éthique peut et doit exister sans qu'intervienne le fait religieux, justice immanente et jugement dernier. Donc, l'humanisme a complètement changé 180 degrés et elle est complètement anti-humain. Dans l'Antiquité grecque, Protagoras affirmait que l'homme est la mesure de toute chose. Donc là, on revient à cette idée que l'homme est Dieu. Et sur le plan éthique, les valeurs humanistes ont été critiquées par Pierre-André Taguieff comme prométhéennes. Bon, pour ceux qui connaissent la mythologie grecque, comme prométhéenne qui voulait la connaissance. Selon lui, il déresponsabilise l'être humain et encourage des pratiques douteuses comme l'eugénisme. Plus généralement, une certaine conception de l'humanisme peut amener à voir l'homme comme un être suprême, ayant le droit et même le devoir de s'approprier la nature et d'en faire une exploitation sans limite. C'est pesant, ça. C'est pesant. On vient de voir qu'est-ce qui arrive quand l'homme essaie de autodéterminer. L'eugénisme, nazisme, communisme. Combien de millions de morts est-ce qu'on a besoin de plus pour démontrer que l'homme n'a pas une bonne capacité de s'autodiriger? Vous ne voyez pas ce que j'étais en train de dire, mais ça va. Il est là. Vous m'écoutez, c'est bien. Ted Turner. Vous connaissez le nom Ted Turner? Un grand personne qui a fait des milliards de dollars dans l'immobilier. La Fondation Nations Unies, ce n'est pas les Nations Unies, mais c'est une fondation qui comprend le même nom. Lui, il voudrait forcer des avortements et des stérilisations, un couple, un enfant, pour 100 ans, les prochains 100 ans, dans le monde. Il voudrait diminuer la population humaine à 2 milliards. Oh! On est 6,5 milliards? Il veut le diminuer à 2 milliards? OK, Ted, on va commencer par toi. Je sais. Ça va peut-être régler notre problème. Bon, je ne suis pas contre qu'on tue quelqu'un, mais vous comprenez le sens. Je suis en train de dire, hey, c'est fou que les gens, si on regarde ces gens-là avec une certaine idolâtrie dans le monde, ils veulent diminuer la population. Intéressant qu'il y a une sorte d'antipode ici. Dans la Genèse, Dieu veut qu'on multiplie, qu'on remplit la terre. Le serpent, Satan, il y a une vision du monde. Population, 0. Sur l'Association humaniste du Québec, j'ai pris cette citation. En conclusion, les preuves de l'évolution sont si écrasantes qu'elles exigent de certaines traditions religieuses un haut niveau d'engagement idéologique pour les nier. Ça veut dire que tous ceux qui sont chrétiens pour l'Association humaniste du Québec, c'est des personnes qui refusent de regarder la vérité et la réalité. On vit dans un faux monde. On n'est pas loin d'être stérilisé. On n'avance pas l'évolution. Et naturellement, le nouvel âge, je ne dirai pas plus là-dessus parce qu'on arrive à la fin, mais est-ce qu'il y a de l'évolution dans le nouvel âge? Ben oui, regarde, le livre, les clés de l'évolution de l'âme. Vous serez comme des dieux. Le nouvel âge rend l'homme comme Dieu.
qui naturellement nous ramène à la Genèse. Vous serez comme des dieux. Donc, c'est très, très bizarre parce qu'en même temps, on est un animal qui ne vaut rien. De l'autre côté, on vaut tout parce qu'on a vaincu tous les autres animaux. C'est une sorte de paradoxe, mais c'est la réalité dans laquelle on vit dans le moment. Et c'est les dangers associés à ça. Donc, ça amène un appui à ces idées-là. Donc là, on a réussi à passer. Je n'ai pas regardé ma montre, mais je ne veux pas le voir parce que ce n'est pas beau. Mais on va regarder la solution, l'arbre de la vie. OK? On est prêt pour la solution. On va finir sur quelque chose qui est peut-être plus positif. Mais je pense que vous avez saisi le point. Il y a vraiment des dangers associés à cette pensée de survie du plus fort, cette pensée évolutionniste. Alors, la solution, c'est un autre arbre. Il y avait 2 arbres dans le jardin. Il y avait l'arbre de la vie et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a mis Adam et Ève en dehors du jardin avec un archange pour protéger, pour pas qu'il y ait accès à l'arbre de la vie, parce que l'arbre de la vie nous rendait immortels. Alors, ils pouvaient continuer à... Puis ils savaient qu'on n'avait pas la capacité d'assumer la responsabilité du bien et du mal, qu'on venait de s'approprier. Alors, c'est quoi la solution? Premièrement, je vais citer un homme qui est un ami de Darwin, qu'ayant lu son livre, il lui a écrit une lettre. Il s'appelle Georges Romanes et en 1878, il a écrit ceci concernant la théorie de l'évolution. « Jamais dans toute l'histoire de l'humanité, puis on parle de 1878, une telle calamité nous a tombé dessus, comme celle que tous ceux qui observent peuvent voir avancer comme un déluge, avec une destruction ténébreuse, irrésistible en puissance, déracinant nos espérances les plus chéries, engloutissant notre croyance si précieuse et qui enfouit notre vie dans une désolation insensée. Les barrages de l'infidélité sont ouverts et l'écrasant athéisme est sur nous. 1878. Mais il y a l'arbre de vie. L'arbre de vie, d'un autre arbre. 1 Corinthiens 15, 21, je vais juste citer quelques versets, puis on va conclure. On conclut. Parce que la fin, c'est pas l'autodestruction que Fred Hoyle voyait. Pour ceux qui veulent, il y a un autre choix. Il y a un choix de choisir l'arbre de vie. C'est pour ça que Jésus est venu sur terre. C'était justement pour qu'on puisse avoir un choix, puis sortir de cette autodestruction en mettant lui suprême, puis que lui est allé à la croix pour nous. Il dit, c'est expliqué ici, 1 Corinthiens 15, 21, « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » La mort est venue par Adam. « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Je ne sais pas qu'est-ce que les évolutionnistes théistes font, les chrétiens évolutionnistes. La mort est venue par Adam. Donc, il n'y a pas de mort avant Adam. 1 Corinthiens 15, 23, « Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son événement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute dénomination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » Tout ce que je vous avais dit, tous les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la mort. Tous. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Ça, c'est la fin de l'histoire. Et j'ai entendu du trône, ça c'est à la fin, quand le jugement dernier, et on sait en Apocalypse, Jean avait une vision de la fin des temps, la fin, et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, c'est en Apocalypse 21, 3, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. C'est Jésus qui parle, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. »
Ça fait réfléchir un peu. Est-ce qu'on doit prendre à la légère cette situation avec l'évolution? Vous savez maintenant pourquoi j'ai un ministère où on prend nos fins de semaine à parler aux gens, à les expliquer pourquoi l'évolution est faux. Ce n'est pas de la bonne science non plus, mais il y a une côté philosophique qui est pesante et qui doivent être adressés. L'éléphant dans la chambre doit être dévoilé. Et je vous encourage à le faire. Ces vidéos-là, ils vont être mises disponibles après la conférence, mais je veux dire, vous pouvez les commander. Et que vous montrez ça à des amis qui ne croient pas évolutionnistes, ils ont à faire face à ça. C'est pour ça qu'on appelle ça « en quête de la vérité ». Alors, ce n'est pas tout mauvais, parce qu'il y a une solution à la fin. Plus de deuil, plus de mort. Une éternité avec le Fils de Dieu, l'alpha et l'oméga. Je vous encourage tous à faire le choix puis croire que ça, c'est la vérité. Merci beaucoup.